Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le webinaire sur l'importance de la gouvernance des données, il est important que je fasse une présentation du cabinet Métriques et Décisions. Donc, Métriques et Décisions, c'est un cabinet qui offre des services professionnels en data analytics, business intelligence et transformation digitale. Donc, on intervient sur quatre grands périmètres. Donc, il y a les études conseils, tout ce qui est accompagnement pour naviguer dans des environnements complexes avec l'utilisation des méthodes statistiques pour pousser les recherches économiques et sociales. Et il y a le périmètre portant sur la data, donc l'objet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est tout ce qui nous permet en fait de permettre d'aider les entreprises à mettre la donnée au centre de leur prise de décision. Donc, que ce soit les services d'accompagnement à la gouvernance des données, de mise en place d'outils de business intelligence euh, et de data science. Après cela, on accompagne aussi les entreprises dans leur transformation digitale à travers les accompagnements pour le développement de solutions sur mesure, des applications qui peuvent aider à améliorer la productivité et la croissance des activités. Et en dernier point, nous sommes agréés par le Fonds de développement de formation professionnelle de Côte d'Ivoire, ce qui nous permet d'offrir des formations orientées data. Donc, nous aidons les particuliers et les entreprises à affiner leurs compétences et vraiment améliorer leurs perspectives en termes de compétences techniques. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous avons entamés. Euh, c'est le troisième de cela. Donc, le premier webinaire que nous avons réalisé, il portait sur les outils de visualisation de données. Donc, dans le cadre de ce webinaire, il était question de réaliser une analyse comparative des outils du marché, des outils qui existent sur le marché, à la mise en place d'outils de visualisation conçus à partir de zéro. Donc, après ce webinaire, il y a eu aussi un webinaire sur la transformation digitale et la valorisation des données. Donc, dans le cadre de ce webinaire, il était question de présenter les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises et de montrer comment est-ce que la valorisation des données peut être un levier de croissance pour les entreprises. Donc, tous ces contenus sont disponibles sur notre compte YouTube qui est accessible à travers notre site Internet ou avec les QR codes qui sont affichés ici. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la gouvernance des données. Donc, on part du fait que les entreprises qui sont data-driven aujourd'hui font face à de nombreux défis. Donc, une entreprise est dite data-driven lorsqu'elle use des moyens digitaux qui existent aujourd'hui parce qu'on a l'essor du digital pour tirer profit des données dont elle dispose. Voilà, afin de pouvoir prendre des décisions stratégiques. Donc, ce type d'entreprise-là, aujourd'hui, en vouloir euh, valoriser leurs données, sont confrontés à un certain nombre de défis, notamment les questions de qualité des données, les questions de sécurité de la data, les questions de conformité réglementaire et de gestion des métadonnées. Donc, la gouvernance des données, aujourd'hui, apparaît comme une opportunité pour permettre aux entreprises, certes, de maximiser la valeur de leurs données, mais en même temps de respecter les normes, voilà, les normes réglementaires, les normes éthiques. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux grands experts qui vont nous instruire sur la question. Donc, sans plus tarder, je vais laisser le floor à Franck qui va poursuivre la présentation. Franck, tu m'entends? Oui, parfaitement. Vous m'entendez aussi? Pour moi, c'est bon, je t'entends. Ok, parfait. Alors, merci pour la parole. Donc là, on va aborder un sujet qui est très important pour les entreprises, comme le disait Joël. Nous assistons à une ère où la data est au centre de la croissance de plusieurs grandes entreprises. Et là, je vais aborder
brièvement les concepts et le cadre de référence de la gouvernance des données. Donc, au slide suivant. Alors, on parle de gouvernance de données et de data governance en anglais, mais on constate en fait que toute cette connaissance-là est basée sur un corpus de connaissances qu'on appelle le DAMA DMBOK. Et c'est cette institution a défini en fait la gouvernance de données dans sa version 1 comme l'implémentation des principes et des politiques, des procédures et des standards qui désignent et mettent en vigueur les règles d'engagement, les systèmes de droit et de responsabilité pour la gestion efficace de tout ce qui est actif informationnel dans l'entreprise. Dans sa seconde version, elle revoit cette définition en mettant cette définition au cœur d'un exercice, d'une activité, d'un exercice de l'autorité de contrôle, tout ce qui est planification, surveillance, mise en vigueur sur le management de l'actif informationnel de l'entreprise. Et on se rend compte que la gouvernance de données a pour promesse, dans sa définition et dans son enjeu, a pour promesse d'aider les organisations à mieux maîtriser tout ce qui est actif informationnel dans l'entreprise. Donc, c'est de cette définition qu'on part et on définit la gouvernance de données comme une activité. Alors, dans le slide suivant, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de gouvernance de données? Pourquoi pas d'autres activités qui pourraient valoriser la donnée? Donc, l'enjeu de la gouvernance de données, en fait, c'est qu'on retrouve couramment, c'est de pallier à tout ce qui est enjeu de conformité. Donc, on parle de compliance par moment, de tout ce qui est juridique pour échapper à des sanctions juridiques et autres. Et c'est là qu'on fait face à tout ce qui est réglementation telle que le BCBS 239 dans le secteur bancaire, Solvency 2 dans l'assurance ou le RGPD qui concerne un peu plusieurs secteurs d'activité. Donc, au-delà de ces enjeux réglementaires, il y a forcément d'autres enjeux qui permettent de mettre la gouvernance de données au centre de plusieurs autres activités. Alors, au slide suivant, on va voir quelques contre. Voilà. Donc, on pourrait se demander, mais déjà, on a des activités telles que l'analytique avancée qui permet de... OK, je pense qu'il y a des questions. Donc, on a l'analytique avancée qui permet déjà de prendre des décisions. On a le savoir-faire qu'on a acquis dans les entreprises qui sont solidement établies. Et on a aussi des activités en fait qui permettent déjà de gérer tout ce qui est patrimoine informationnel. Pourquoi est-ce qu'on parle de gouvernance des données? Mais dans le fond, on a des entreprises qui sont poussées en interne par le fait que chaque entreprise gère ses données de façon silotée. Donc, on a des départements qui, dans leur silo, ont des données qui ne sont pas correctement valorisées et aussi, on est confronté à des données qui sont difficilement alignées avec la stratégie de l'entreprise. Donc, une entreprise qui pénètre le marché, qui a pour objectif d'acquérir un plus grand nombre de clients, pourra s'appuyer sur la gouvernance de données pour pouvoir lancer des campagnes marketing et bien d'autres. Donc, il y a des engagements de fonds et des engagements externes également qui viennent contrer tous ces contre-arguments qui sont signifiés ici. Donc, dans le slide suivant, voilà, donc dans le slide suivant, on va voir que il y a des leviers qui fonctionnent en fait comme des enablers pour pouvoir booster ou du moins mettre en valeur toute cette promesse que fait la gouvernance des données. Donc, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'initiatives d'État qui nécessitent l'instauration d'une bonne gouvernance. J'ai pris quelques exemples ici, notamment des programmes de MDM clients ou produits. On a aussi des data lakes, on peut faire face à des data warehouses. Mais tous ces différents éléments qui viennent soit de l'externe ou de l'interne militent en fait de manière plus efficace pour garantir la gestion efficace des données. Donc, dans ce schéma qui est exposé là, on a la gouvernance données qui conduit en fait par une structuration, une homogénéisation, une coordination aux différentes briques de la gestion de données. Donc, on a la gestion de la qualité de données, la gestion des métadonnées, la gestion de la sécurité, l'éthique et bien d'autres choses.
Donc, je ne sais pas si à ce niveau, Yahoo a quelque chose à ajouter. Sinon, Non, c'est j'enchaîne. bon. Merci, Ok, Fatima, c'est bon, c'est parfait. bon. D'accord. Donc, dans le slide suivant, on va faire une distinction entre deux grands piliers de la gouvernance de données ou de l'activité de la gestion de données. Donc, on a la gouvernance de données d'une part et la gestion de données d'une part. Ça prête très souvent à confusion, mais c'est deux activités qui ne sont pas identiques. Donc, la gouvernance de données est une composante principale de la gestion de données, est la composante principale de la gestion de données. Et on se rend compte que la gouvernance de données est comme une autorité qui donne, qui dicte les lois, qui dicte les principes, qui dicte les normes. Et la gestion de données vient appliquer ces différentes normes-là. On peut faire une dualité avec la comptabilité et les auditeurs, ou alors le Parlement et le Sénat. Ce sont des parallèles, juste pour comprendre en fait la différente place qu'occupent ces deux activités-là. Donc la gestion de données va être, qui est data management, va être un peu plus technique, un peu plus opérationnel, et l'autre va être un peu plus contrôle, un peu plus règles, politiques, principes et autres. Alors, au slide suivant. Donc, au slide suivant, c'est pour montrer en fait que c'est la coordination, la combinaison de ces deux activités qui permettent d'atteindre une dynamique d'entreprise data-driven, de créer de la vraie valeur pour les entreprises et de permettre de maximiser tout ce qui est rentabilité, tout ce qui est entreprise data-centrique, placer la data au milieu de toute l'activité. Donc, Yao, tu voudrais ajouter quelque chose aussi à ce niveau? Bon, je pense que tu as vraiment abordé l'élément essentiel. Les deux, comme, comme on peut le constater sur les réalités de certaines entreprises qui sont réellement data-driven, ne peut pas être dissocié. Ils collaborent ou s'entremêlent pour qu'on puisse avoir une utilisation rationnelle des données. Quand on parle de data governance ou de data management, on ne peut vraiment pas en réalité les dissocier. Les deux vont toujours de pair. Parce que sans les deux, c'est comme si on a une voiture qui n'a pas de roue en fait. C'est un ensemble qui doit s'imbriquer pour que les objectifs soient atteints et on ait utilisation, une meilleure utilisation, une utilisation optimale des données au sein de l'entreprise. Merci, Franck. OK, c'est bon, on peut continuer. Alors, l'une des composantes centrales de la gouvernance de données et qui fait aussi confusion par moment, c'est on confond l'activité de master data management, tout ce qui est données, gestion des données maîtres, avec la gouvernance de données. Dans ce slide, on expose une petite différence entre ces deux activités. Donc, la gouvernance de données qui n'est pas à confondre avec la gestion des données de référence. C'est quoi les données de référence? Comme on le définit là, ce sont des données en fait qui sont clés pour l'activité de l'entreprise, qui définissent en même temps les processus métiers de l'entreprise. Donc, on peut avoir les fournisseurs, les entités, les prestataires, les produits, etc. Donc, une petite anecdote donnée par une expert dans le domaine, c'est qu'une activité de gouvernance de données, de MDM, Master Data Management, sans gouvernance de données, est juste une intégration de données. Donc, toutes ces disciplines se rencontrent à un moment donné et fédèrent en fait pour créer de la valeur. Dans le slide suivant. Alors, dans le slide suivant, toujours dans le cadre de référence et des bonnes pratiques, on se rend compte que la gouvernance de données est une activité pour qu'elle soit pérenne ou bien pour qu'elle soit, elle ait un retour sur investissement qui est considérable, elle doit être durable, mesurable et ancrée en fait dans les pratiques de l'entreprise. Donc durable parce que la gouvernance de données n'est pas une activité qui s'est fait en une semaine, en un mois, mais c'est quelque chose de continu, de pérenne en fait qui se définit en fait au fur et à mesure
Donc, c'est un voyage, comme on peut le dire. Elle doit être aussi mesurable. On embarque un programme de gouvernance donnée avec des KPI qui permettent à chaque étape de mesurer en fait notre niveau de soit de conformité, de données corrigées avec des targets, et ainsi de suite. Et elle doit être entrée du plus des caissiers jusqu'au top management ou des personnes de bas niveau jusqu'au au haut niveau doivent être conscients des enjeux de conformité, de sécurité, de données sensibles et toutes ces choses pour qu'on puisse réaliser avec succès un programme de gouvernance de données. Alors, dans le slide suivant, c'est juste des principes de gouvernance qu'on a essayé d'exposer là, qui ont été définis depuis 2000, l'an 2000 par l'Institut de gouvernance donnée, qui est un institut de référence dans le domaine également, qui montre que pour qu'une gouvernance donnée euh, arrive à terme, soit une réussite, elle doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise. Donc, étant donné que la stratégie de l'entreprise est basée sur la vision, tout ce qui est, comment on appelle ça, stratégie à long terme, on décline les enjeux business, en fait, dont la data peut permettre d'actionner. Donc, l'alignement avec les enjeux stratégiques est très important. Et de là, on découle la responsabilité partagée. À chaque niveau hiérarchique, chaque manager ou chaque département ou chaque entité doit être conscient des enjeux impliqués dans la gouvernance de données. Et ensuite, on a le cadre opérationnel. Le cadre opérationnel va permettre de mettre des balises pour pouvoir distinguer les données qui ont plus de valeur que les données qui ont moins de valeur, parce que toutes les données n'ont pas la même valeur, les données sensibles, les données non sensibles, etc. Et elle doit être guidée par le métier, donc orientée par le métier. La gouvernance de données n'est pas par défaut une activité technique. Donc, elle doit être une cohésion entre l'IT et les métiers, ou les juristes ou d'autres choses, voilà, tels que les rôles comme les DPO, c'est souvent porté par les juristes. Et elle doit être multiniveau. Donc, à chaque niveau de l'entreprise, comme j'ai dit, pour la responsabilité partagée également, on doit sentir que le, 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 euh, le top management embarque chaque niveau dans le voyage et les orientations et les principes qui définissent la gouvernance donnée. On ne va pas laisser chaque personne faire ce qu'il a envie de faire, mais on définira un cadre qui va être comme une sorte de RACI, responsabilité partagée, et on va définir les rôles dans cette orientation et principe. Voilà. On peut passer au slide suivant. Donc là, Yao, n'hésite pas à m'interrompre si tu veux faire des additifs. Ce serait enrichissant Comme sur moi, Franck. pour notre auditoire. Ben, ton expertise nous éclaire à presque OK. 1000%. OK, je suis ravi. Donc là, on a mis en fait, on a essayé d'exposer des rôles incontournables dans un programme de gouvernance de données. Généralement, on retrouvera le Chief Data Officer, qui est le facilitateur et en même temps le garant, un peu comme le Scrum Master dans d'autres cadres. Et ensuite, on a le Data Owner qui est généralement quelqu'un venu du métier. Donc, il est garant de tout ce qui est politique sur un périmètre dont il est responsable. Donc, généralement, ce sont des personnes qui sont vraiment, qui ont un background métier. On a le data steward qui est la clé de voûte appliquée à la stratégie, à la politique d'entreprise. Cette personne-là, généralement, va aussi permettre d'arbitrer la répartition de la qualité de données lorsqu'on a les conflits de données. Il a le background euh, pour pouvoir trancher. On a le data custodian qui est souvent technique, très souvent. Donc, il viendra avec une expertise pour généralement apporter tout ce qui est API, tout ce qui est ETL, ce genre de choses. Il va débloquer plusieurs sujets dans ce sens. Au slide suivant, on a essayé d'apporter en fait quelques rôles additionnels ils sont un peu plus techniques également. Donc, on a le data architect, data protection officer
qui a un background juriste, réglementation, voilà, tout ce qui est loi et réglementation. Et l'architecte de données qui vient avec un background bien sûr technique, avec tout ce qui est applicatif, urbanisation, etc. Et le data steward qui a plusieurs déclinaisons également, metadata spécialiste, voilà. Selon le niveau de maturité de l'entreprise, on trouvera des rôles ou pas. Mais ça, ce sont les rôles dérivés des rôles principaux qu'on a vus au début. Et on a le data modeler qui est très rare, mais qui, dans certaines entreprises, on retrouve ce genre de rôle. Et l'administrateur de base de données qui rentre aussi dans les rôles dérivés de la gouvernance de données. Alors, au slide suivant, c'est juste une interaction entre ces différents rôles qu'on va voir. Donc, on voit que le Chief Data Officer interagit avec le Data Owner pour tout ce qui est programme de données, l'alignement stratégique et autres. Le Data Officer pilote en fait l'alignement stratégique. Donc, il interagit avec le Data Owner et le data owner a lui interagit aussi avec le data consumer. Donc, le data consumer peut être un utilisateur métier, un data analyst, euh, un client même, voilà, ce genre de choses. Ça dépend en fait à chaque niveau hiérarchique auquel on se trouve. Le data steward qui interagit également avec le data owner, donc il fournit le support nécessaire parce que le data steward a une compétence également qui permet de définir la donnée et autres. Et on voit une interaction avec le data owner et le data custodian parce que le data custodian a une expertise technique. Il est généralement un ancien développeur, un expert USB, ETL et ce genre de choses pour pouvoir permettre au métier qui est le data owner de pouvoir apporter plus de valeur. Tous ces différents rôles-là sont basés sur un modèle opérationnel et constituent une équipe, travaillent en parfaite symbiose pour pouvoir apporter de la valeur. Donc, au slide suivant, je vais laisser la parole à Yahoo pour pouvoir nous enrichir avec son expertise également. Merci Franck. Comme Franck, merci pour les explications précédentes. Effectivement, quand on est dans l'approche en termes de définition des rôles, des interactions entre ces rôles, le tout s'imbrique dans un type de gouvernance qui évolue en fonction des réalités de chaque entreprise. Mais le nœud commun en termes d'implémentation, en termes de projet de gouvernance de données, suit une approche qui est un peu axée dans le sens où on a habituellement une direction des données et puis une direction des systèmes d'information. Le risque habituellement, c'est que beaucoup ou certaines entreprises essaient de mettre la direction, la gouvernance, la direction des données, la gouvernance des données sous les TI, ce qui représente un petit risque en termes d'appréhension, en termes de, en fait, donc, capter l'activité de gouvernance sous l'angle système d'information, alors que la gouvernance, c'est un tout qui est à 360, pas uniquement système d'information. Et pour ce faire, quand on définit la direction ou l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la direction, dans les données, il faut habituellement essayer d'avoir un certain comité directeur qui gouverne un peu toutes les actions en fonction de l'organigramme habituellement. Et sous ces comités directeurs, par moment, on a des bureaux et des conseils, habituellement par domaine, où on retrouve souvent des intendants de données, des analystes, des propriétaires, des data owners, des fois les chefs produits qui interviennent pour pouvoir aider à appréhender le business et à comprendre ce qui se passe. Mais la gouvernance, la meilleure pratique, c'est d'embarquer aussi les TI en termes de système d'information, en termes de traçabilité de données, que ce soit horizontale ou verticale, et qui parle de TI, parle de traçabilité, parle des intendants techniques. Habituellement, beaucoup de structures n'ont pas encore intégré cette notion d'intendant technique. Parce que quand on est dans un monde ou dans une réalité qui est intéressante, où on a bien cerné les rôles et responsabilités de chaque personne dans le type de gouvernance qu'on veut implémenter, le spécialiste à faire ou l'intendant de données à faire n'a pas les mêmes rôles, les mêmes compétences, les mêmes aptitudes qu'un intendant technique. Et la plupart du temps,
tout le cycle, l'implémentation de la gouvernance de données est mis en projet. Habituellement, on associe l'agilité pour que ce soit, qu'on puisse plus voir les efforts, suivre les KPI de manière incrémentale. Prochain slide, s'il vous plaît, Joël. De manière générale, on a plusieurs types possibles de gouvernance. L'un de ces modèles, c'est le modèle centralisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est question, tout est fonction de la réalité de l'entreprise. Si le leadership est porté, les ressources suivent à tout égard, on définit le modèle qui va avec. Dans le modèle centralisé, ça voudrait dire que l'équipe de gouvernance est unique pour toute la boîte et au niveau de chaque groupe, au niveau de chaque unité d'affaires, on a un certain des rôles qui sont vraiment dédiés pour pouvoir appliquer la gouvernance de données. Si on prend l'exemple d'une structure, dans une structure quelconque où on a tout ce qui concerne la finance, tout ce qui concerne un corps de métier, si par exemple c'est la banque, services à la clientèle, les produits financiers, ainsi de suite, chaque département a de manière générale, par rapport au modèle centralisé, un démembrement de cette unité de gouvernance de données qui rend compte les intendants en fonction de chaque type d'unité d'affaires. C'est un peu comme cela que se présente le modèle centralisé. Slide suivant. Oui. Ouais. Quand on est dans le fédéré, ça voudrait dire quoi? L'unité est là, mais quand je prends par exemple les finances, il y a toute une équipe à la fois qui gère uniquement tout ce qui concerne les finances, que ce soit les payes, la gestion des ressources humaines en termes de présence, les absences, pointer au bureau, tous ces éléments avec des différents domaines, des sous-domaines dans le domaine en fait qui sont créés. Quand on va au niveau d'un corps de métier, c'est la même chose qui est faite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le modèle qu'on peut définir dépend, comme je le dis toujours, de 1, celui qui porte le projet de gouvernance, 2, de la vision qu'on assigne, et 2, et 3, l'existant et les ressources disponibles en 4. C'est des facteurs clés qui permettent de définir quel type de modèle on voudrait avoir. Joël? Slide suivant. Merci. Le décentralisé, c'est un peu comme l'équipe de gouvernance de données est dans chaque type, dans chaque groupe de l'entreprise. Si on prend par exemple les RH, toute l'unité de gouvernance n'est composée uniquement que du groupe des RH ou des finances. Tout est fait séparément parce que ça a été décidé au lieu, ça a été la vision pour pouvoir répondre à un objectif bien déterminé. C'est ainsi de suite que cela est fait. Quand on prend le RH, même scénario, on se dit, OK, au niveau des ressources humaines, on a notre équipe de gouvernance de données qui est propre parce qu'on suppose que ceux qui maîtrisent le métier, ceux qui maîtrisent à la fois les systèmes sont avec le groupe RH. Même chose au niveau des finances, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les systèmes entre griffes ne se parlent pas directement. C'est plus des gestions bien localisées en fonction des unités d'affaires. Slide suivant. Okay. Les meilleures pratiques en matière de gouvernance de données. Je pense que Franck serait un bon interlocuteur pour nous parler des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Ou bien, Franck? S'il te plaît, Yao, avant que Franck ne prenne la parole, je voulais juste préciser que nous avons le chat. Pour ceux qui voudraient poser des questions, ils peuvent déjà y laisser leurs questions. Comme ça nous permet, dès la fin, de vous transmettre les questions. Merci. Super. Merci, Joël. Franck, je te laisse la parole. Oui, merci Yao. Alors, au slide suivant. OK, parfait. Donc là, on va aborder brièvement les différentes étapes de déploiement d'un programme de gouvernance de données. Alors, c'est une approche, je dis, synthétique. Il peut y avoir plusieurs autres approches, mais celle-là, elle est l'une des approches les plus récurrentes. Donc, en première étape, on a la définition du périmètre. Donc, lorsqu'on on a décidé de lancer un programme de gouvernance de données, on définit d'abord le cadre.
dans lequel on va travailler et ce qui va constituer en fait à identifier les différentes entités et les structures organisationnelles de notre champ d'application. Et ensuite, on va s'interroger sur tout ce qui est identification des différents domaines de données, parce qu'on peut avoir fait un niveau de gouvernance basé sur les data domaines, ce sont des notions techniques. Et on voit aussi qu'il y a l'identification de l'équipe qui sera au cœur de toute cette activité. Ensuite, on va lancer un programme d'évaluation de la maturité. On veut bien lancer le programme de gouvernance donnée, mais à quel niveau on se situe et à quel niveau on veut arriver. Donc, on va évaluer la maturité à la deuxième étape, qui va consister à se poser des questions sur des frameworks qui existent, CMMI, le DMMI, et il y a plusieurs différents frameworks. On va se poser des questions sur des questions en fait qui vont nous permettre d'identifier le niveau de maturité de l'entreprise ou de l'entité ou de l'organisation. Et c'est à partir de là qu'on va savoir est-ce que cette entreprise est mature pour recevoir un MDM s'ils sont confrontés aux problématiques de qualité des données, ou bien est-ce que c'est plutôt un data warehouse qu'il les faut, ou bien c'est un programme je dis quoi, de correction de données de façon prédictive, ou voilà, on va se poser des questions à quel niveau elle se trouve, voici ce qui sera est bien pour elle. Donc ensuite, on va établir la vision. Donc, la vision permettra de donner la target et de voir les différents gaps, les différents KPI à mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ensuite, ça se fait concomitamment avec tout ce qui est aliment métier. Donc le métier va venir donner son mot pour pouvoir dire, donner en fait les points de douleur pour le programme, parce on ne va pas se lancer comme ça, mais on va partir en fait sur tout ce qui peut ajouter de la valeur au métier, parce que c'est eux qui utilisent la donnée au quotidien. Ensuite, on va définir le modèle opérationnel. Comme le disait Yao tout à l'heure, le modèle opérationnel va s'appliquer selon le contexte dans lequel on est. On va arbitrer si l'on doit partir sur un modèle décentralisé, fédéré ou un modèle hybride. Et on va maintenant passer à définir les différents objectifs data clés. Donc, les différents objectifs data clés, en fait, seront les objectifs qui ont découlé de la stratégie de l'entreprise, les objectifs dont on a identifié la data comme solutionneur. Donc, ces différents objectifs data vont venir consolider en fait le business pour pouvoir soit régler les enjeux réglementaires, les enjeux marketing, tout ce qui est, je dirais plutôt la gouvernance de données défensive, offensive, ce genre de trucs, on va pouvoir les avoir dans les objectifs. On va définir en sixième étape une roadmap qui va nous permettre de savoir euh, à quelle fréquence on va venir parler de tout ce qui est comitologie, etc. À quelle fréquence. Et ça peut généralement se lancer sur 3 ans, sur 2 ans, etc. En dernière étape, qui n'est pas réellement la dernière, parce que ça se fait tout au long du processus, qui est la conduite du changement. Tout programme de transformation est enchaîné avec la conduite du changement. Donc, la conduite du changement va permettre de ne pas choquer les personnes avec toute cette transformation, d'aller de façon graduelle, de permettre d'embarquer tout le monde, de permettre d'avoir le soutien des top management, de permettre de gérer tout ce qui est stakeholders, les parties prenantes, le budget, etc. Et de permettre à ce que notre solution soit utilisable, soit adaptée, que tout le monde se sente concerné et puisse être embarqué dans notre programme lorsqu'il sera en cours d'exécution. Voilà, c'est ce que je pouvais dire à ce niveau. Et on a quelques outils qui nous permettent de faire tout ce travail. Donc, dans le programme de données, de gouvernance de données, il y a un outil qu'on appelle le catalogue de données. Donc, le catalogue de données nous permet de recenser ou alors de nourrir ou de gérer le cycle de vie de tout ce qui est métadonnées au sein de notre SI. Donc, en termes d'outils, on a Alation qui est un très bon outil, Colibra qui est aussi un pilier dans ce domaine selon Gartner.
on a Informatica et notre fameux Microsoft PureView. Pour gérer la qualité de données, on peut utiliser des outils tels que Talent Data Quality, Informatica, Infosphere ou Atacama, qui est aussi très utilisé en Europe. Et cela permet de garantir la qualité de données en les nettoyant, en les enrichissant. Le MDM, l'activité MDM se fait généralement avec des outils qui permettent de gérer tout le cycle de vie des entités métiers. On utilise généralement SAP ou bien CMACHI, qui est un très bon outil également, et Informatica MDM ou TIBCO pour tout ce qui est intégration de données et autres. Donc, cela permet de centraliser les données dans un référentiel et de pouvoir les dispatcher dans le SI suivant l'architecture qu'on aura définie. C'est aussi un autre sujet complexe. On a la gestion des métadonnées. Donc, la gestion des métadonnées peut se faire en même temps au sein des Colibra. Colibra qui est aussi un logiciel vraiment complet, ou Erwin Data Governance qui permet de gérer et de visualiser les relations entre les différents métadonnées. En fait, les métadonnées sont des informations sur les données. Donc, juste une définition au passage. Et la sécurité et la conformité des données peut se gérer à l'aide des outils tels que OneTrust, Data Governance ou bien Veronis. Ce sont des outils aussi prisés dans le secteur de la conformité de la gouvernance de données. Et le linéage de données peut se faire avec Octapy ou Manta ou Informatica ou même Colibra, qui est aussi un outil qui permet de faire le lignage de données, tout ce qui est traçabilité, flux, pour voir à quel niveau les données sont transformées, etc. Donc, Alation peut aussi le faire, tout ça. Et l'automatisation des flux de workflow de données, ça peut se faire avec CMACHI, qui est aussi un outil qui permet de faire ce genre de choses, ou alors Informatica Action, qui est un très bon outil et un outil qui est en train de monter en puissance, qui est Oval Edge, qui permet aussi de faire l'automatisation de workflow. Là, j'ai énuméré quelques besoins. En fait, sinon, on a la virtualisation des données, on a tout ce qui est, comment on dit ça, cloudification. Il y a bien d'autres choses, mais c'est juste de façon synthétique quelques outils qui permettent d'atteindre les buts de la gouvernance de données. Donc, Yao, je te laisse la parole. Merci, Franck. Tu as bien brossé un peu tout ce qu'il y a comme outil de gouvernance. Le, les outils de gouvernance, a priori, on ne peut pas, au tout début d'un projet de gouvernance, se dire on va utiliser tel outil, tel outil, tel outil. Non. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Déjà, la maturité de l'usage des données existantes est à évaluer. Quand on fait la cartographie de l'existant en termes de système d'information, en termes de données, en termes d'utilisation, quand on arrive à avoir la criticité dans les usages, la gestion des données sensibles comme des données non sensibles et surtout des ressources financières, c'est important. Si l'entreprise ne peut pas payer une licence Colibra, on ne va pas recommander ou bien l'entreprise ne va pas utiliser Colibra, non. Elle va utiliser un outil qui sera fonction de ses ressources. Et ça, on n'y peut rien. Ce sont les réalités du terrain, ce sont les réalités de nos entreprises. Le prochain slide, s'il te plaît, Joël. C'est dans les éléments déclencheurs de la gouvernance de données. Habituellement, on fait face à certaines réalités du terrain. Les réalités sont telles que même si vous ne voulez pas faire de la gouvernance à un moment donné, du, à un moment donné de l'existence de l'entreprise, vous serez amené à faire de la gouvernance forcément parce qu'on considère certains éléments que nous appelons, que nous désignons ici les éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs, habituellement, c'est quoi? À partir du moment où une personne dans la hiérarchie élevée de l'entreprise prend conscience que les données de l'entreprise sont des actifs informationnels, automatiquement, et pour ne pas dire de facto, le process commence par prendre forme. Parce que tout part de là. Quand vous considérez vos données comme des actifs informationnels, tout part de là. En termes de process, les technologies utilisées ou les personnes qui interviennent sur ces équipements de temps. Surtout toute la chaîne, automatiquement, vous enclenchez un process de gouvernance de données.
L'autre facette qui est très importante, souvent, et qui, comme je le dis souvent, est comme un fouet qui vous oblige à prendre un chemin, c'est quoi? Ce sont les projets de qualité de données. Le jour où, dans une boîte, on se rend compte qu'on fait un ciblage de clientèle, on fait une action publicitaire et on se rend compte qu'on a dépensé des millions, mais le ROI, le retour sur investissement obtenu est quasi nul. On commence par se poser des questions. On commence par se poser les bonnes et les vraies questions. Les données que nous avons utilisées, est-ce que ce sont les bonnes données? Et là, quand on se rend compte qu'on ne prend pas les bonnes décisions, parce que nos données ne nous permettent pas de prendre les bonnes décisions, là, on commence par lancer les projets de qualité de données. Souvent, je le dis, les facettes en matière de gouvernance de données qui semblent avoir à moyen terme beaucoup d'impact, c'est plus les projets de qualité de données. Quand ça commence par prendre forme, les dirigeants habituellement commencent à sentir que le programme de données, gouvernance de données commence par impacter réellement parce qu'on prend les meilleures décisions avec les bonnes données. Et souvent, quand on parle de gérer la politique de données, c'est les trois process, les trois dimensions, le process, la technologie et l'individu, obligatoirement. L'autre facette qui oblige dans le temps toute structure à enclencher son process de gouvernance de données, c'est aussi les exigences réglementaires. Habituellement, dans presque tous les pays, tout ce qui concerne toutes les données qui sont à caractère personnel sont sujets à une loi qui les gouverne. Le RGPD en Europe traduit dans les lois nationales dans beaucoup de pays africains et autres. Au Canada, par exemple, on a le LPRPDE, c'est-à-dire la loi de la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, qui a imposé un échéancier de mise à jour comment l'appelle-t-on, des organes de gestion de données, surtout des données à caractère personnel. Il y a un échéancier dedans qui oblige toutes les structures économiques. Il y a aussi l'accord de Bâle III qui a des exigences. En Amérique du Nord, il y a aussi dans le secteur de l'électricité les normes NERC qui obligent à avoir certaines rigueurs et certaines conditionnalités pour pouvoir exercer dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'énergie. Maintenant, l'autre facteur, c'est souvent aussi à un moment donné qui interroge et qui amène à prendre la décision de commencer par mieux gérer, mieux utiliser les actifs informationnels. C'est quoi? C'est l'inexistence des process, des procédures. À un moment donné, quand vous naviguez à vue, vous vous perdez. Et quand vous essayez de vous retrouver, vous commencez par mettre le process en place. Et ce sont les actions primitives pour pouvoir lancer votre programme de gouvernance. Le prochain slide. Notre Bible excellente qui nous guide habituellement en matière de gouvernance de données, c'est le DAMA. Et comment est-ce que qu'est-ce que le DAMA et MBOK nous propose en matière de cycle de vie de la donnée? Tout commence par la conception et la mise en place, après la planification. Une fois que c'est fait, on crée ou on obtient la donnée. Une fois que la donnée est créée, qu'est-ce qui se passe? Il faut la stocker quelque part. Une fois que c'est stocké quelque part, il faut penser à pouvoir la maintenir, la rendre disponible. Et après que c'est disponible et bien stocké, on l'utilise. Une fois qu'on l'utilise, on se rend compte pour voir est-ce que ce que on a mis dans nos systèmes, ça correspond réellement à répondre à nos besoins. Les cas échéants, on améliore. Et une fois que les propositions d'amélioration sont proposées, on recommence le cycle, on planifie, on le met dans le système et on revient au niveau du stockage. Quand on fait le tour n fois n plus 1, en fonction des lois, des dispositions réglementaires qui gèrent ou bien qui régissent la loi de conservation des données, il y a certains types de données, il y a certaines données qui sont détruites, d'autres qui ne sont pas détruites. Donc, je précise que souvent la détermination, la destruction des données, soit c'est le business qui le guide, soit c'est la disposition réglementaire par rapport à la loi sur la conservation de la donnée qui l'impose. Et ça, il faut le faire. C'est à ce niveau qu'on l'implémente. Parce que si on ne l'implémente pas ici, qu'il y ait un contrôle, ça chauffe sur les finances. Le prochain slide, s'il te plaît. Un instant, Joël, un instant. Reviens, s'il te plaît. Ce que j'aimerais dire à ce niveau, c'est
c'est que quand on prend le cycle de vie de la donnée, tous les grands axes de la gouvernance de données sont implémentés à ce niveau, que ce soit la qualité de données, que ce soit la gestion des métadonnées, que ce soit la gestion de la sécurité, que ce soit l'interopérabilité des données, que ce soit l'architecture des données, tout le cycle de vie de la donnée est impacté. C'est ce qui fait que c'est le fondement, en fait, de tout ce qu'il y a comme gouvernance de données. Merci, Fred. Euh, Comme l'a dit tout à l'heure Franck, en matière de gouvernance, il y a deux types de gouvernance de données. Celle qui est offensive et celle qui est défensive. L'offensive accompagne les business à être plus rentables, être vraiment plus rentables. La défensive, c'est plus du côté réglementaire. Le côté réglementaire où on doit être en mesure de ne pas subir les lois et de ne pas subir les non-respects de tout ce qu'il y a comme dispositions réglementaires imposées. Il faut toujours les respecter. Maintenant, dans la situation où on est dans la gouvernance défensive, on est amené habituellement à faire un peu pas un peu, à faire la cartographie de ce qu'on a comme existant en termes de données. Et une fois qu'on fait la cartographie de tout ce qu'on a en termes de données, ça veut dire que c'est en termes de système d'information également, des personnes qui ont accès. Une fois qu'on a cette cartographie, 360 de nos données il faut arriver à distinguer c'est quoi nos données critiques ou nos données. C'est bon? Vous me suivez? Non, Yao, tu as été coupé un moment, je sais pas si tu peux. OK. Mhm. C'est bon? J'ai été Oui, coupé. C'est oui, bon c'est maintenant? bon maintenant. OK, Oui, c'est bon. super. Comme je le disais, je disais, quand on fait la cartographie de nos données, on doit s'assurer d'avoir une vue 360 sur tous les existants en termes de données et de systèmes qui les génèrent et qui les stockent. Maintenant, au niveau décisionnel, qu'est-ce que ça implique? Ça voudrait dire qu'il faut arriver à distinguer les données qui sont sensibles ou critiques et les données qui ne le sont pas. Les données qui ne sont pas critiques, il n'y a pas de souci à ce niveau. On fait un plan d'utilisation qu'on optimise. Mais les données qui sont sensibles, c'est-à-dire ces données qui sont vitales à l'activité de l'entreprise, ça voudrait dire quoi? Ces données qui impactent, ces données dont, quand on ne respecte pas les conformités qui sont liées à leur utilisation, on est exposé à des sanctions. Ou en cas de fuite, on a, comment on appelle-t-on, des soucis par rapport à la perte de confiance des clientèles ou l'image de la boîte est impactée. Il y a ce volet qui est pris en compte à ce niveau. Ça voudrait dire quoi? Que les données critiques qui sont, ou les données sensibles sont à deux niveaux, au niveau opérationnel et au niveau métier, et au niveau réglementaire. Les niveaux opérationnels, ça veut dire que ces données sensibles impactent à la fois et l'opérationnel et les stratégies de l'entreprise en matière de prise de décision surtout, de gestion de la clientèle et d'atteindre des objectifs stratégiques. C'est surtout ça. Si on prend par exemple le domaine de la santé, vous convenez avec moi que ça va être difficilement gérable si on retrouve l'ensemble de la liste des patients qui suivent un programme, comment on appelle-t-on, qui prennent des ARV dans un pays à la place publique. Ça va créer beaucoup de soucis. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est PVVIH accepterait que cette donnée se trouve à la place publique exposée à tout le monde. Non, je ne pense pas. Et souvent, quand on n'arrive pas à avoir ce distinguo entre ces données sensibles au niveau opérationnel et stratégique ou au niveau réglementaire, c'est vraiment compliqué pour que l'entreprise puisse être, comment l'appelle-t-on, optimum dans ses activités. Habituellement, comme je l'ai dit, il faut arriver à vraiment faire la cartographie. Et puis, une fois que la cartographie est bien faite, il n'y a pas de souci. Même les métadonnées, qui sont les données qui expliquent les données, vous permettent d'avoir toute la traçabilité qu'il y a dessus en termes de conception, transport, stockage, utilisation. Tout le cycle est bien fait. À partir de là, on peut facilement
avoir un dictionnaire de données avec un ensemble de glossaires qui va avec. Le prochain slide. La gouvernance des données sensibles, oui. Ici, c'est les 4 grands piliers qu'il faut forcément respecter quand on essaie de gouverner ou de gérer un peu les données sensibles. On n'a pas le choix que de tenir compte de la préoccupation de nos parties prenantes. Les parties prenantes habituellement, les services commerciaux, les activités des partenaires, quand il est question de fusion, acquisition, il faut forcément en tenir compte, obligatoirement. Si, quand c'est des cas de fusion, est-ce que c'est deux entreprises du même secteur? C'est deux entreprises de secteurs différents. Habituellement, une seule entreprise peut avoir jusqu'à une, deux, trois, N réglementations. Je connais des entreprises qui ont 4 réglementations qu'ils gèrent au quotidien. L'autre élément, c'est quoi? La réglementation des gouvernements. Est-ce qu'il faut prévoir des droits de personnes visées? Qu'est-ce qui est prévu par la loi en termes d'accès à certains types de données? C'est un peu tout ça qui entre en compte à ce niveau. La préoccupation de l'organisation elle-même. Est-ce qu'il y a des secrets commerciaux qu'il faut garder, qu'il faut gérer? Comment les gérer? Qu'est-ce qu'il faut, quels sont les accès qui sont donnés, qu'on doit donner dessus, qui doit avoir accès à quoi? Ainsi de suite, la gestion, comment appelle-t-on, des brevets, tout ce qu'il y a comme recherche, opération, comment appelle-t-on, protection, la propriété intellectuelle sur les brevets, sur les résultats de recherche. Il y a tous ces éléments qui sont pris en compte pour pouvoir prendre, pour pouvoir regarder comment fait-on la préoccupation, pour prendre en compte l'organisation. Il y a les exigences liées à l'accès de l'information. Ça, on va l'évoquer tout à l'heure. Oui, Joanne, prochain slide. OK. En matière de sécurisation des données, surtout dans nos environnements, habituellement dans les entreprises, sont à 3 niveaux. Il y a des données qui sont au repos, les données qui sont en mouvement, et puis qui sont au niveau de l'utilisation. C'est qu'est-ce qu'on fait habituellement quand c'est au repos? La sécurisation porte plus sur les accès physiques, les chiffrements et autres qui sont faits. Ensuite, quand les données sont en mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également les chiffrer ou utiliser des VPN pour pouvoir s'assurer de la sécurisation lors des mouvements ou bien des mouvements de ces données. L'utilisation, elle est très, très, très importante parce qu'habituellement, beaucoup de bris se passent à ces niveaux parce qu'on n'arrive pas à bien faire l'anonymisation, on n'arrive pas à bien faire le blanchiment, on n'arrive pas à bien faire la dépersonnalisation. Et une fois qu'on fait très bien la cartographie de nos données, on arrivera à la classification de l'accès, c'est-à-dire quel type de données est public, est classé sensible, privé ou confidentiel. Quand la cartographie est bien faite, on a obligatoirement ces 4 niveaux qui sont bien, bien, bien inventoriés. Oui, Joël, la suite, le prochain slide. Les données sensibles, bon. Le gros souci habituellement qui se pose déjà et qui continuera pas à se poser, ce sont la fuite des données. La fuite des données, c'est quoi? C'est l'utilisation par une personne non autorisée des données pour l'exploitation de ces données. Ça peut être en interne ou à l'externe. Le risque, le facteur X, c'est l'humain. C'est l'humain. On peut mettre toutes les sécurisations qu'il faut mettre, tous les process qui sont high level, tout. Le facteur le plus, dirais-je, X ou bien le plus indomptable, c'est l'humain. Une personne qui clique sur un mail un beau matin, lui disant que son assurance auto a expiré, la personne panique. C'est un programme derrière qui rentre dans le système et puis tout tombe à l'eau. Et quand ça se passe comme ça, on a des difficultés à réagir quand on n'est pas bien armé. C'est pourquoi souvent je dis qu'il faut forcément essayer de prévoir ce qui peut arriver en créant des comités de gestion des incidents, en ayant des procédures de gestion des incidents. C'est quel type d'incident? Est-ce que c'est des bris de confidentialité en interne ou bien les informations sont hors de l'entreprise? Il faut forcément définir tous ces éléments. Si vous ne les faites pas,
couplé au module de formation et à la sensibilisation en interne, les fuites de données risquent d'être très, très récurrentes chez vous. Prochain slide, s'il te plaît. Comme je le disais tout à l'heure, l'un des éléments majeurs en matière de gouvernance, c'est la qualité de gestion et la qualité de données. Et souvent, les gens confondent la qualité gérée sur une base de données, le confondent avec tout un ensemble de politiques qu'il faut mettre en place. Et habituellement, quand on parle de politique de qualité de données dans une entreprise, c'est trois axes ou trois volets obligatoires. C'est axé sur l'individu, le process et la technologie. Une fois qu'on a ces trois éléments qui sont réunis, on les rassemble tous dans un cadre de gouvernance de qualité où on met en place cet organe qui chapeaute ces trois axes obligatoirement. Cet organe peut être composé des data owners, les propriétaires intendants, les data stewards, les architectes, et puis les métiers, toutes ces personnes qui interviennent à la fois au niveau en termes d'individus, en termes de process et en termes de technologie, mais qui doivent rendre compte à la hiérarchie pour que la hiérarchie sente que l'investissement qui est fait dans la politique ou dans le projet de qualité de données est une réalité. C'est surtout ça. Je crois que par rapport à ça, j'en ai fini. Je vais laisser Franck. OK. Voilà. La gouvernance des données non sensibles. Tout à l'heure, quand je parlais de faire la cartographie, c'est avoir les données sensibles et les non sensibles. Les non sensibles, sur forcément, pour pouvoir appliquer une politique de gestion pouvoir gérer la qualité sur les données non sensibles, il y a ce que nous appelons le cycle de Sheward et Deming. Et ce cycle parle de quoi? De développer, c'est-à-dire s'attaquer aux causes profondes des problèmes. Ensuite, essayer de vérifier la qualité des données par rapport aux exigences qu'on a fixées. Une fois qu'on a fini cette vérification, on vient aborder et résoudre les problèmes de qualité. Et une fois que c'est fait, on redéfinit l'étendue qui est la première activité qu'il faut faire normalement avant de mesurer l'impact quand le cycle est bouclé. C'est un peu, somme toute, ce que propose le cycle de Sheward et Deming. Je vais laisser Franck nous parler un peu du use case s'il nous reste encore beaucoup de temps. Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de temps? Je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes. Bon, on Super. va permettre à Franck de... OK, Oui, vas-y, Franck. d'accord. Oui, je vais aller très rapidement. Alors, c'est un peu dommage, mais je ne vais pas partager l'écran. Joël, tu peux rester peut-être là, voilà, pour des raisons de confidentialité. Mais je vais exposer un cas dans le secteur de télécom qui est le cas de Verizon Communication. C'est une entreprise de télécom basée à New York, dont le siège est basé à New York. Ils sont les deuxièmes gros opérateurs dans le monde, je pense, selon certains classements. Alors, donc, ce groupe-là a un use case très intéressant parce qu'ils ont eu, ça a eu raison de l'ampleur au niveau mondial de leur transformation. Ça a fait écho dans la presse. Ils ont embarqué leur programme de gouvernance donnée autour de 2010 et c'est autour de 2014 qu'ils ont commencé à accélérer. Donc, on parle de quelque chose qui date d'un peu plus de temps en arrière. Donc, le problème central au niveau de Verizon, c'est qu'ils étaient confrontés à des données silotées, donc des données qui étaient traitées dans chaque service. Chacun avait sa petite base de données, et, enfin, pas petite parce que c'est un grand groupe, mais avec sa base de données à elle, le marketing, le service client, la direction réseau, etc. Et chaque unité fonctionnait en silo. Et on rencontrait également des incohérences au niveau des données clients, donc au niveau des données maîtres. J'ai vu qu'il y a une question qui aborde les données de référence, on en parlera tout à l'heure. Donc, il y avait une incohérence. Tu vois un client dans une base de données qui s'appelle Marie, et dans une autre base de données, c'est Maria, mais quel est le bon format? Pourtant, c'est le même client. Donc, c'était aussi un manque de visibilité. Donc, à l'échelle de l'entreprise, on avait une limitation de la capacité à exploiter les données de façon optimale
parce qu'on avait une incohérence d'une base à une autre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre en place leur programme de gouvernance? Ils ont lancé un audit qui a permis à Verizon d'initialiser en fait son programme de gouvernance de données pour réaliser une audit complet 360 degrés sur les différents départements de l'entreprise, définir le département prioritaire par lequel ils avaient commencé. Et cet audit a permis en fait de détecter également les données les plus prioritaires dans la priorisation des cas d'usage auxquels ils étaient confrontés. Donc, en second lieu, ils ont créé en fait une sorte, un modèle opérationnel, comme l'a dit tout à l'heure Yao, un modèle opérationnel décentralisé. Donc, ils ont établi un Data Governance Council composé des différents responsables des départements, réseau, services clients, marketing, etc. Et cela a permis de décentraliser les différents efforts et chaque responsable avait une responsabilité. Donc, ils étaient chargés de définir tout ce qui est normes de qualité du réseau à l'échelle de l'entreprise, assurer une uniformité au niveau des processus de gestion dans tous les départements, de promouvoir l'intégration des données à travers chaque silo pour pouvoir créer en fait une sorte de référentiel. Et c'est là qu'ils ont implémenté le MDMAE, le Master Data Management, qui a permis de définir tout ce qui est données critiques. Je réponds en même temps à une question qui a été posée, qui a permis de définir tout ce qui est données critiques, d'unifier cette source-là à l'aide d'identification des objets métiers ou des entités métiers, clients, réseaux, opérations, etc. Donc, cela a permis d'avoir une source unique de vérité, qui est le but du MDM. Donc, ce système a permis de dispatcher les données étant corrigées à la source, de dispatcher dans les différents systèmes qui consomment cette donnée. Et ils ont ensuite effectué une sorte d'automatisation de linéage de données pour pallier aux problèmes futurs qu'ils peuvent rencontrer euh, dans, dans le futur. Donc, ils ont suivi toute la traçabilité de la donnée, la transformation, les différentes actions qui sont posées sur la donnée, tout ce qui est transformé dans les data contracts, dans tout ce qui est interface, etc. Et cela a permis d'améliorer la traçabilité, mais aussi la conformité avec les différentes réglementations. Donc, tout ce qui est anonymisation, masquage, etc., comme l'a défini Yao tout à l'heure dans son exposé. Donc, ensuite, ils ont embarqué un processus de formation qui a permis de former les différentes entités, que ce soit l'entité qui était je dis quoi, le staff, ceux qui font l'interface avec les clients, le département marketing, RH, et toutes les entités ont été formées dans cette dynamique. Quel a été le véritable challenge de ce cas d'utilisation? C'était plus la résistance au changement, parce qu'on est habitué à faire les choses d'une certaine manière, et là, une pratique vient nous contraindre, en fait, pour le business, nous permettre d'atteindre un certain résultat, mais on doit passer par une certaine contrainte qui était le respect des normes et des réglementations que mettait en place, qu'exigeait la gouvernance de données. Donc, la résistance au changement était aussi basée sur un choc culturel et cela a été supporté par le top management pour pouvoir aller de l'avant. On était confronté, ils étaient confrontés à une complexité des systèmes hérités, donc des systèmes legacy. Il y avait des systèmes basés sur Microsoft Access, pardon. Alors, OK, ils ont dû mettre en place une technique de reprise de données, de reprise de l'ancien patrimoine pour pouvoir intégrer tout ce qui est système legacy. Alors, le mode opérationnel, je l'ai abordé tout à l'heure. Ils ont défini quelques rôles clés. Pour répondre aussi à une question que j'ai pu voir, ils n'ont pas énuméré tous les rôles disponibles dans la gouvernance de données, mais ils ont défini certains clés, tels que le Chief Data Officer, le Data Steward et le Data Governance Board, donc un bureau en fait de gouvernance de données. Cela leur a permis de réduire les erreurs de 50%, donc tout ce qui était erreur sur les données, qui permet aussi d'optimiser l'analyse de données. Cela a permis de faire accroître l'efficacité opérationnelle de 25%. Donc, tout ce qui est optimisation du réseau, la voie, etc., c'était optimisé.
Donc, réduction également des coûts opérationnels et de pouvoir optimiser tout ce qui est campagne marketing avec les ciblages et bien d'autres choses qu'on peut avoir pour la data science. Donc, au travers de ces use cases, ils ont été alignés avec la conformité, CCPA, RGPD et bien d'autres réglementations qu'a évoqué Yahoo. Et cela montre qu'il y a une vraie valeur ajoutée à l'ancien programme de gouvernance de données. Aujourd'hui, ils sont deuxième à l'échelle mondiale en termes de télécommunications. C'est parce qu'ils ont pris conscience à un moment donné que la data pouvait permettre de booster le business et ils ont décidé d'embrasser le programme de transformation basé sur la gouvernance de données. Donc, c'est un use case intéressant que j'ai essayé de décortiquer et cela peut se décliner à plusieurs activités selon la dimension de l'entreprise et pour pouvoir obtenir un ROI très positif. Merci, Joël. D'accord, merci Franck, merci Yao. Donc, on va essayer on a encore quelques minutes, on va essayer de prendre les questions qu'on a reçues dans le chat. Je crois qu'il y a tout d'abord Eli qui a posé la question de savoir c'est quoi la différence entre un TQA et la gouvernance des données. La question vous est soumise, Franck et Yao. Vous m'entendez? Moi, Tout à fait. Oh, oui, j'ai pas j'aime. bien compris. euh, DQA, c'est quoi? C'est Voilà. DQM ou DQA? C'est quoi? Data? Oui. Bon, à mon avis, data quality. Moi, je Oui. connais Data Quality Management, Oui. DQM. Exactement. C'est ce que je connais aussi. Mais le DQA, Ok. Élie, si vous Bon, pouvez euh, apporter plus d'éclaircissements c'est concernant le c'est ça. DPA, sinon on va passer à la prochaine question qui est de savoir, en fait, le nombre de staff. voilà, concernant le staff. Voilà, qu'est-ce qu'il faut prioriser, en fait, pour le contexte euh, africain ici. Comme je l'ai dit un peu plus haut, tout dépend des ressources et de l'existant dans l'entreprise. Les approches habituelles. Soit on recrute les spécialistes qui savent implémenter la gouvernance des données, ou soit on, on fait des tâches supplémentaires à certaines personnes qui ont certaines prédispositions et on leur fait une certaine montée en compétences. C'est les deux alternatives que moi j'observe sur le marché habituellement. Donc, tout dépend de la réalité de l'entreprise en fait. Et surtout, comme je le dis, des ressources disponibles. C'est surtout ça. Franck, tu voudrais ajouter quelque chose? Euh, non, enfin, je peux dire que selon l'échelle, en fait, on peut toujours implémenter une politique de gouvernance donnée. Ça peut être même dans une pas ESN, dans une PME, un responsable qui utilise un fichier Excel, mais avec des pratiques dérivées de la gouvernance de données. C'est aussi de la gouvernance de données à une certaine échelle. Voilà, c'est selon les moyens, on peut essayer de bidouiller. Et si on a les gros moyens, on construit une équipe à proprement dite avec un DPO. Voilà, c'est vraiment les gros outillages. Ok, je crois qu'il a apporté un éclaircissement, c'est Data Quality Assessment. Différence entre Data Quality Assessment et gouvernance des données. Tout ce qui concerne Ok. la qualité des données s'inscrit dans la gouvernance des données qui est plus englobant. D'accord, merci Yao. Donc, il y a une question de Gaëtan. Euh, il demande la différence entre la gouvernance des données et la data science. Et aussi, il s'interroge si la gouvernance des données est applicable au cycle des projets de développement en termes de... Bon, par rapport au projet de développement, dans un passé pas trop lointain, j'ai été conseiller sur un projet où je peux le rassurer que la gouvernance des données était une exigence très haute du bailleur principal qui voulait avoir
son image toujours clean, parce que c'était le bailleur principal sur ce projet de développement. Ils veulent avoir leur image clean. Ils se sont assurés que les grandes entités qui sont impliquées sur ce projet de développement, en termes de qualité des données, depuis la conception, la collecte, le stockage, les accès, la sécurisation, l'interopérabilité et tout ce qu'il y a comme schéma architectural de l'existant informatique. Ils ont eu tout ce flux de gestion et de données et de l'information. Tout ça là a été épulché et le bailleur principal était très exigeant dessus. Sur ce point, je peux le rassurer que les projets de développement en fonction des bailleurs ont des exigences en matière de gouvernance des données. D'accord, merci Yao. Je crois qu'il avait une seconde question qui souhaitait savoir la différence entre la gouvernance de données et la data science. Science. Quoi lui dit, Franck? Ok, d'accord, je ris et je prends la question. Yeah. Alors, la gouvernance de données est beaucoup plus globale, en fait. Et comme on l'a dit, elle établit les normes, les principes, le cadre, la politique, les rôles et tout ça. La data science est beaucoup plus une activité. En fait, on peut pousser le débat plus loin parce que la data science, c'est la science des données. La science des données. Donc, normalement, tout ce qu'on fait, c'est la science des données. Mais la data science comme activité qui permet de prédire, de tirer des insights, etc., est une discipline. En fait, et la gouvernance de données donnera les indications, les rôles et autres, mais la data science va venir pour nous aider dans tout ce qui est gouvernance de données, je vais dire quoi, offensive. Donc, on va essayer de prédire les taux de churn, les taux de, je dis quoi, les prédictions, ce genre de trucs. Donc, c'est en fait une activité à proprement dite dans tout le lot de la science des données au sens littéral. C'est ce que je peux dire. Merci, Franck. D'accord. Je crois qu'il y a une autre question qui est de savoir comment identifier les master data dans une organisation et quels sont les apports en termes de qualité de données. Bon, OK, lui qui a posé la question ne peut pas identifier. d'accord. Je vais prendre la question et puis si vous voulez ajouter des additifs. Alors, les master data sont des données maîtres. Donc, ce sont des données, en fait, qui généralement sont des données qui permettent de soutenir les processus métiers dans l'entreprise. Donc, les clients, les factures, ce genre de trucs sont des objets métiers qui permettent de soutenir les processus métiers. Donc, comment les identifier? C'est déjà d'identifier les données clés, comme je viens de le dire pour ne pas me répéter, et de se poser la question si ces données sont stables ou sont sujets à plusieurs changements, parce qu'une donnée maître est généralement stable, n'est pas appelée à changer régulièrement dans le temps. Et en fonction de la classification, du recensement qu'on aura fait, par exemple, si on se lance sur un projet Master Data Management, on va partir sur une architecture, bien entendu, on définira la maturité, etc. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à se lancer sur des Master Data Management. Ils doivent d'abord revoir la qualité de données. C'est notre débat. Quand on construit le MDM, comment les master data peuvent influencer la qualité des données? Si on arrive à corriger la qualité des données avec des outils tels que CMACHI, ISDM, que j'ai énuméré tout à l'heure, on peut, selon l'architecture, il y a des architectures Urban Spock ou des architectures registrées, voilà, il y a plusieurs types d'architectures. On peut alimenter toutes les applications de l'entreprise, notamment les ERP, peut-être des portails ou d'autres choses comme ça, avec la donnée de qualité. Vous voyez? Et par exemple, si on veut effectuer un programme de qualité de données, on va s'accentuer sur le MDM, la corriger, la rendre de bonne qualité parce que c'est elle qui alimente la plupart des applications avec les objets métiers.
Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Il est central dans un programme de calcul de données, mais ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise. D'autres ont besoin juste d'un data warehouse, pas d'un MDM ou d'un PDM qui est aussi d'autres outils. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau. D'accord. Merci, Franck. Yao, tu as quelque chose à ajouter? Franck a fait il a tourné, il a abordé le sujet 360. Ajouter D'accord, un autre super. angle serait le répéter. Ok, je crois qu'il y a une autre question, je crois que c'est la dernière, donc, qui demande, je crois, ça pose sur l'intelligence artificielle. Donc, il s'interroge si on va assister à la suppression de certains intervenants techniciens qui sont dans la gouvernance des données à travers le développement de l'intelligence artificielle. Même la vie, qu'on le veut ou non, on aura besoin de l'humain pour prendre certaines décisions. L'intelligence artificielle ne peut pas prévoir toutes les alternatives à partir du moment où ce n'est pas l'humain. L'humain lui-même est toujours interchangeable. Dans la même situation, répétée une fois, il peut y avoir plusieurs comportements. On ne peut pas tout prévoir. Utiliser l'IA venant de données pour certaines activités, c'est faisable, d'autres non, mais c'est aussi avec ses risques. Dans un passé pas trop lointain, où on essayait un peu d'encadrer l'utilisation de l'IA dans une structure, on a eu des fondements ou bien des notes qui ont essayé d'encadrer un peu les activités au niveau des métiers avant d'arriver à trouver la stratégie d'utilisation de l'IA en interne. Mais la gouvernance s'est sentie impactée, mais qu'on le veut ou non, il y a toujours eu des activités, surtout en matière de gouvernance offensive, où il faut aider concrètement le business à faire être plus rentable. On ne peut pas tout prévoir. Tant que le facteur humain sera toujours au cœur de l'activité, on peut tout prévoir sauf les 100%. Pour moi, on ne peut pas assister, même avec l'avènement de l'IA, la disparition des intervenants de la gouvernance. Non, on a besoin d'un apport de l'humain, le jugement de l'humain pour prendre certaines décisions. C'est indéniable. Pour moi, c'est mon avis. Heureusement que je ne suis pas le tributaire des connaissances à 100%. Tu en penses Super, quoi, Franck? merci. Alors, je suis d'accord avec toi hein, parce qu'on est dans le domaine. L'IA ne va pas supprimer nos postes. Au Jamais. contraire, moi, je pense que oui, moi, je pense que l'IA nous permet d'aller vite. Par exemple, sur des outils de MDM, comme on le disait tout à l'heure, il y a des outils qui embarquent en fait l'intelligence artificielle générative ou on peut faire du prompt engineering et qui permet de faire tout ce qui est réconciliation de données à un niveau vraiment avancé et qui permet de retenir, de capter ton comportement, de s'adapter en fonction de ta manière de corriger la donnée. Donc, ça accélère le travail des data stewards, ce genre de choses. On peut même essayer d'identifier les différents, faire du matching flou avec la sonorité. Il y a plusieurs technicités qui rentrent en ligne de compte. Ça permet plutôt d'aller plus vite. Et Exactement. peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder un prochain webinaire. L'intelligence artificielle générative a un impact sur tout ce qui est catalogue de données. Donc, ça permet de prédire plusieurs activités, d'aller plus vite. Et moi, je pense que pour ceux qui sont techniciens, c'est de s'intéresser à l'intelligence artificielle générative ou à l'intelligence artificielle dans sa globalité pour voir son impact sur son activité propre à lui, que ce soit data scientist, engineer, analyste, etc. C'est tout ce que je pourrais dire à ce niveau. Merci beaucoup, Franck. Je renchéris un peu sur ton argument pour partager une expérience qu'on a eue. Euh, Quand on faisait de notre cartographie au niveau d'un corps de métier, c'est un outil d'IA qu'on a utilisé pour pouvoir faire la cartographie. Et puis, ce qu'on allait faire en presque 3 mois maximum, 1, 2 semaines, on a tout bouclé. On a facilement, une fois que l'appli IA a été utilisée, on a rapidement cartographié tout ce qu'on avait comme données dans nos systèmes au niveau de ce corps de métier. Et on a eu un gain fou. 2 mois, 2 semaines. Ça en dit long.
Maintenant, revenez dire que parce qu'on a pu obtenir ce gain, on va supprimer les postes. Bon, bref, j'attends de voir ce jour. Et merci beaucoup. Merci Yao, merci à Franck, merci à tous nos participants. Je crois qu'on a écoulé toutes les questions qui ont été soumises. J'espère aussi que les participants, vous avez acquis les connaissances utiles qui vont vous permettre de mettre en place une gouvernance de données efficace. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Et si vous souhaitez explorer davantage les sujets liés à la gouvernance des données ou bien recevoir des accompagnements en termes de formation ou de mise en place de data governance, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci encore, merci et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.